Le parcours du Québec vers l'indépendance, c'est bien plus qu'une simple histoire politique. En fait, c'est une excellente façon d'explorer une question fondamentale. Au fond, qu'est-ce qui fait une nation? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'une nation, c'est avant tout une histoire de sang, de culture, un héritage qu'on reçoit? Ou est-ce que c'est plutôt un projet, une décision consciente et collective de vouloir vivre ensemble? C'est vraiment cette question-là qui est au cœur de toute l'histoire du Québec. La science politique nous donne deux grandes grilles de lecture pour ça. D'un côté, on a ce qu'on appelle la nation culturelle. Là, c'est simple, on fait partie de la nation parce qu'on partage une langue, une culture, des ancêtres. C'est presque un fait biologique. Et de l'autre côté, il y a la nation civique. Et ça, c'est complètement différent. C'est l'idée qu'une nation est avant tout un choix, un contrat social entre des individus qui décident de former une communauté. Et cette idée de nation civique, elle est parfaitement résumée par cette phrase célèbre de l'historien français Ernest Renan. Une nation, ce n'est pas quelque chose d'acquis, une fois pour toutes. Non, c'est un plébiscite de tous les jours, un vote de confiance qu'on renouvelle constamment. C'est une idée très forte et on va voir à quel point elle est pertinente pour le Québec. Ok, pour bien comprendre le mouvement souverainiste moderne, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que l'identité québécoise, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'est forgée, transformée, au fil de plusieurs siècles. En accéléré, ça donne ça, tout bascule après la conquête britannique en 1763. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a des tentatives pour autant dire plus d'autonomie politique, notamment la fameuse rébellion des Patriotes en 1837. Après l'échec de cette rébellion, changement de stratégie, on entre dans la période de la survivance, où le but est de protéger la culture. Et puis, un siècle plus tard, tout explose à nouveau avec la Révolution tranquille dans les années 60, qui va moderniser le Québec à une vitesse folle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que cette idée d'indépendance ne date pas d'hier. Pas du tout. Écoutez bien ça. Déjà en 1837, les Fils de la Liberté parlaient de prendre leur place en tant que nation souveraine. Ce rêve-là, il a des racines très, très profondes. Alors, après l'échec politique de 1837, la communauté s'est en quelque sorte repliée sur elle-même. C'est la stratégie de la survivance qui a été beaucoup portée par l'Église. L'idée, c'était de se protéger de l'assimilation en misant tout sur la culture. La langue française, la foi catholique, les familles nombreuses, c'est vraiment l'exemple parfait de l'idée de nation culturelle. Et puis, bang, la Révolution tranquille. Là, tout change. Le Québec se modernise, prend le contrôle de son économie, de son éducation. L'identité québécoise passe d'un projet de survie à un projet d'affirmation politique. Le slogan de l'époque, « Maître chez nous », résume tout. Il ne s'agit plus de survivre, il s'agit de diriger. Forcément, cette nouvelle ambition politique, il fallait bien qu'elle s'incarne quelque part. Et c'est là que le Parti québécois entre en jeu. Au début, cette effervescence souverainiste était un peu éparpillée. Il y avait plusieurs petits groupes. Mais la pièce maîtresse du puzzle, c'est l'arrivée d'une figure charismatique, René Lévesque. Cet ancien ministre libéral, très populaire, lance son propre mouvement. Et en 1968, il réussit le pari de rassembler les principales forces souverainistes sous une seule bannière. C'est la naissance du Parti québécois. Et le succès ne se fait pas attendre. C'est assez spectaculaire en fait. Moins de 10 ans plus tard, en 1976, le PQ est porté au pouvoir. C'est un tremblement de terre politique. Pour la première fois, un parti qui a l'indépendance comme objectif principal dirige le Québec. Et la promesse est claire, le peuple aura son mot à dire. On arrive au moment de vérité. Vous vous souvenez de l'idée de Renan, le plébiscite de tous les jours? Eh bien là, ça va devenir très très concret. Le Québec va organiser non pas un, mais 2 référendums sur son avenir. Premier test, en 1980. La question porte sur un mandat pour négocier la souveraineté association. Le résultat est sans équivoque. Le non l'emporte avec près de 60% des voix. C'est une défaite claire pour le camp du oui. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Les années qui suivent sont marquées par des débats constitutionnels houleux au Canada, ce qui ravive la flamme souverainiste. Et donc, 15 ans plus tard, une deuxième chance se présente. Et cette fois-ci, l'ambiance est complètement différente. La campagne est intense, les sondages sont extrêmement serrés. Le soir du 30 octobre 1995, c'est tout le Québec, et même tout le Canada, qui retient son souffle. Le résultat final est à peine croyable. Le non gagne, mais avec une marge minuscule, moins d'1 point de pourcentage. On est à 49,4% pour le oui, 50,6% pour le non. La province est littéralement coupée en deux. Le camp souverainiste est passé à ça de réaliser son projet. Le plébiscite a failli tout faire basculer. La question, c'est, après être passé si près du but, qu'est-ce qui s'est passé?
Le XXIe siècle a apporté son lot de changements et le paysage politique québécois s'est pas mal transformé. Il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, le gouvernement fédéral à Ottawa a réagi en adoptant une loi, la loi sur la clarté, pour encadrer d'éventuels futurs référendums. Ensuite, la scène politique québécoise a vu l'arrivée de nouveaux partis, ce qui a eu pour effet de fragmenter le vote souverainiste. Et la conséquence de tout ça, c'est que depuis, de manière générale, l'appui à l'indépendance a eu tendance à diminuer. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ théorique. Parce que ce qui se passe au Québec n'est pas un cas isolé. Un peu partout dans le monde, le concept même d'État-nation est remis en question. La mondialisation, les échanges économiques, les flux culturels, tout ça vient brouiller les cartes. Au final, l'histoire du Québec nous renvoie à une question qui nous concerne tous. À notre époque hyper connectée, comment est-ce qu'on définit notre communauté? Est-ce que c'est encore par un héritage commun ou de plus en plus par un choix conscient de vivre ensemble malgré nos différences? Le plébiscite de tous les jours, en fait, il continue.